la plus délicate. Quand tout est sec, elle fait son joint avec un fouet et le pose soigneusement entre les carreaux. Toute la maison a été faite comme ça et puis ça s'est bien passé, donc je pense que ça ne devrait pas avoir de soucis. Que fait cette femme? Elle fait de la mosaïque. Elle semble nous dire, perdez du temps à faire de la mosaïque. Sous vos pieds, mettez de la mosaïque. Devant vos murs, mettez de la mosaïque. Devant vos yeux, mettez de la mosaïque. Surtout, ne vous intéressez pas aux problèmes du monde. Restez bien dans vos cellules de carreaux un à côté de l'autre, des cellules à côté des cellules. Mais surtout, ne vous évadez pas, restez bien prisonnier, bien sagement dans le cadre des mosaïques. Restez bien dans l'encadrement et dans l'encadrement pour l'éternité, jusqu'à votre mausolée ou à votre tombeau. Restez dans vos carreaux, dans votre prison toute la journée. Faites des carreaux. Vivez en carreau. Voilà ce que semble nous dire à cette femme. Faites de la mosaïque et surtout, restez bien avec le bout de votre nez, avec une mosaïque, avec un carreau, une cellule. Et surtout, ne sortez pas de chez vous. Restez bien enfermés. Finalement, qu'est-ce qu'un prisonnier? Est-ce une condition ou est-ce un état? Le prisonnier, effectivement, il est prisonnier de son père, de sa mère, du poids de son passé, de ses traditions, de sa culture, de ses religions. Ça, c'est les prisons, entre guillemets. Mais effectivement, comment s'en détacher? On n'en parle pas, le détachement. Le détachement n'existe pas. Le détachement vers la liberté. Où est cette marge de liberté? Restez dans le cadre délimité de votre chambre, de votre cellule, semble nous dire à cette femme qui fait de la mosaïque. Surtout ne sortez pas, n'ayez pas de relations humaines, pas de relations amicales, pas de relations familiales. Soyez seul dans votre mosaïque, dans votre cellule, et restez-y. C'est triste à mourir, excusez-moi. Le carrelage peut être aussi à la pointe de la technologie. Dernière innovation, la photogravure sur carreaux. Le principe est tout simple. Vous nous envoyez sur internet votre propre cliché. Cette photo donc, va être imprimée sur un carrelage blanc qui est déjà traité par notre usine au niveau de la résine. On peut faire donc l'image qui a été demandée sur un seul carreau. Ce carreau coûte environ 12 € TTC. On peut le faire ici comme le client nous a demandé sur 3 carreaux en largeur sur 4 carreaux de haut et cette composition coûte environ 300 € TTC. Les encres sont garanties 99 ans et le produit est testé avec nous depuis 2 ans et pour l'instant, je ne sais pas comment vous le dire, mais ça fonctionne très bien. Une poule qui a trouvé un couteau. On a l'impression de voir ce reportage sous cet angle. C'est-à-dire, on imprime un carreau avec une image, un cadre. Et ce cadre est une prison. Il ne bouge pas, immuable. Ce que vous aurez sous les yeux pour l'éternité. Ça, c'est sûr. Et vous pourrez le transmettre même de génération en génération pour des éternités ensemble, dans un certain conditionnement. Effectivement, on n'évolue pas. On reste dans une prison. Le prix du carreau, nous y voilà. Vous voulez une image sur un carreau, ou sur 6 carreaux, ou sur 8 carreaux. Voici le tarif. Eh ben voilà, nous sommes dans un outil, une poule qui a trouvé un couteau, et voilà ce que nous vendons. Nous vendons de la prison des images fixes, des images pour l'éternité qui, j'espère, peut-être vous rendront heureux. Mais là, c'est assez hypocrite, parce qu'on sait très bien que ça ne vous rendra pas heureux. Les images. Dans notre civilisation occidentale, nous sommes harcelés par des images. Effectivement, images publicitaires, ou images éventuellement donnant des informations, mais il faut faire vraiment tellement d'efforts pour voir les panneaux signalétiques sur la route, quand vous êtes harcelé par des images publicitaires super géantes et alléchantes, faisant attrait à des images de mort, des images de sexe, des images ayant attrait au monde de l'enfance. Les publicistes sont très forts et éventuellement ont décortiqué l'âme humaine
et on sait très bien ce que vous allez acheter. Vous croyez que vous achetez une voiture? Non, vous achèterez l'image d'un petit animal que vous avez vu dans la flaque d'eau près de la voiture. Cela est très insidieux, presque subliminal, bien que le subliminal soit interdit en France, entre autres, mais pas dans d'autres pays. Une image insérée au milieu d'une séquence, mais là l'image devient artistique et devient une composition avec le subliminal, entre guillemets, qui s'adresse à votre inconscient, et vous croyez que vous achetez quelque chose, mais finalement vous achetez autre chose. C'est vraiment sympathique, ces publicistes. Les publicistes mettent leur savoir à des fins mercantiles pour conditionner les personnes, effectivement pour faire vendre un produit, même si le produit est peu honorable, ou lave plus blanc que blanc, ou etc. Les arguments ne manquent pas. Et bien sûr, la manipulation de masse est si facile, puisque nous courons juste après, presque nous regarderions la publicité pour voir la publicité. La télévision pour voir la publicité, un jour, peut-être, nous payerons pour voir de la publicité. Faut-il dire que nous sommes si évolués finalement que ça? Avons-nous besoin d'être manipulés? Sûrement quelque part, je suppose. Les brahmanes indiens ont une autre image, entre guillemets, de la vie. Une image d'un arbre, finalement, qui s'impose sur la rétine de l'œil. Qu'est-ce que c'est? Est-ce vraiment prioritaire? N'est-ce pas prioritaire les énergies que l'on perçoit de l'arbre? Le fait de le sentir, le fait de le toucher, de le percevoir par d'autres sens, et des sens à découvrir. Notre image occidentale, finalement, que fait-elle? Nous rend-elle si heureux, si joyeux, si heureux de vivre, ou nous rend-elle dans une image de mort, une image d'immobilité, une image d'éternité sur terre, une mort éternelle? C'est l'Île-de-France qui a été un énorme scandale sous la Ve République, enfin Michel Cotal-Sénien. Là, tout le monde a été arrosé, aussi bien le PS, le RPR que le... Mais pour revenir, c'est vrai, c'est pour ça que tout le monde se tait, c'est vrai. Ils se tiennent tous par la bichette. Mais c'est vrai que là, il s'agit, pardon de Pasqua, il s'agit un petit peu, enfin ils sont tous, pardonnez-moi le jeu de mots, mais ils sont tous dans le même sac, hein, au sens du mouvement du RPR, c'est moins qu'on puisse dire. Voilà. Mais je suis pas sûr que Dominique de Villepin soit dans le même sac quand même. Je suis pas sûr que Dominique de Villepin soit dans le même sac. Je suis même sûr du contraire. Il n'est pas dans le même sac que l'organisation un peu rapide et aveugle de la Chiraki à une certaine époque où il s'agissait de prendre le pouvoir. Non, à Jacques Chirac, qui est vraiment le sujet du jour, risque-t-il d'être condamné d'après ce que vous savez sur le fonctionnement de la mairie de Paris, etc. Était-il au courant de ce qui se passait? Y a-t-il emploi fictif? Était-il au courant? Quel est votre point de vue? Pourquoi le non-lieu était requis? Parce que les faits semblaient établis, mais c'était ancien, il n'y avait pas mort d'homme, c'était pas gravissime, donc c'était pas il est innocent, c'était plutôt on passe l'éponge. Devant un tribunal, on l'a vu avec l'Angola-Guette, c'est assez imprévisible, donc les gens vont venir témoigner. On a vu dans le procès d'emploi fictif du RPR en 2004 qu'il a suffi d'un ou deux témoignages pour que quelque chose de délicat devienne accablant pour Juppé. Donc c'est un haut risque quand même, Michel. Le politicien à la télévision, les gens sont sages, ils sont assis comme sur des bancs d'école, le maître parle, les disciples écoutent, on est presque à la grand-messe. Effectivement, on n'est pas là pour changer des idées, on est là pour être formaté, pour être conditionné. Effectivement, on écoute, on est formaté. Adhérer à l'idée d'une personne, à être contraint, à être dans le moule, finalement, avec cet élu qui présente son management politique, son marketing politique, ses voix VOX d'électeurs à encaisser. Finalement, on se demande ce que la télévision est comme message. Est-ce un message politique? Est-ce un message commercial? Est-ce un message de l'humain? L'humain est dépersonnalisé, les gens écoutent, une seule personne parle, c'est la grand-messe. Où se trouve la démocratie? Est-ce qu'un politicien gagnerait la même chose qu'un ouvrier finalement? Est-ce qu'un politicien est supérieur à un ouvrier? Finalement,
quelle est la démocratie quand on voit ce que se passe sur ce plateau de télévision où les idées contraintes par le lectorat à être reçues est la priorité, on se demande que faire, que penser, comment agir. Effectivement, quand il y a un matraquage publicitaire pour plusieurs politiciens, alors là, vous êtes pris en sandwich, vous êtes pris dans un étau, vous êtes un jouet, vous êtes un pion. Mais où sont les joueurs? Où sont les pions finalement? Sommes-nous tous des marionnettes? Ou éventuellement certains ont plus d'attache avec les fils pour pouvoir jouer sur leurs pions, leur sujet? Effectivement, c'est assez antidémocratique. En venant ici, ça m'arrange très bien. Voyez-vous, je peux d'ici aller directement ramasser les myrtilles dont j'ai besoin. En fait, ça me fait gagner beaucoup de temps. Merci, les super détectives. Est-ce que tu veux boire quelque chose? Ça ne me prendra qu'une petite minute. Ah non, merci. Je suggère que nous commencions cette partie. Bon, voyons cela. Il me semble que c'est à moi d'avoir les rouges. Maintenant, je déclare selon mystère mystérieux, démystérieux. Le double problème de Winnie. Oh, mes piquants sont emmêlés. Voyons, je trouve qu'ils sont aussi ravissants qu'un sucre d'orge à la pleine lune. Oh, c'est très gentil. Enfin, je crois. Le lièvre et la tortue, Jean de La Fontaine, revu et corrigé au goût du jour par les Américains Winnie l'ourson. Coco Lapin n'est pas un lièvre, c'est un lapin. Mais il symbolise ici le lièvre, celui qui est actif, qui court, qui travaille toute la journée sans s'arrêter. Et la tortue tranquille, la stabilité, qui mène sa maison sur elle, qui va doucement. Et effectivement, la tortue a la particularité de savoir jouer au dab avec Coco Lapin, mais aussi d'être stratège. Et aussi d'être ambitieuse, puisque quand elle joue et gagne, elle montre qu'elle est contente de gagner, la tortue. La tortue est plus lente, donc plus réfléchie a priori, et effectivement elle gagne. Elle gagne au jeu de dames. Le rêve américain finalement, c'est d'être corpulent et d'être libre finalement. C'est de faire ce que l'on veut, de manger quand on veut, de s'alimenter quand on veut, avec n'importe quoi peut-être. Effectivement, la petite fille, en compagnie de Winnie l'ourson et ses amis. La petite fille est seule, elle n'a pas de père, elle n'a pas de mère. Winnie l'ourson est corpulent, il fait partie du rêve américain. C'est un ourson, quelque chose, un confident, quelque chose de l'enfance qui est là et qui ne parle pas finalement. C'est un ourson, mais lui, Winnie l'ourson, c'est vrai qu'il a la particularité de chanter, de danser, d'émettre des idées. C'est un rêve américain. Pas de famille, que des amis. La famille, on l'a subie. Les amis, on les choisit. Semble un peu nous dire un peu cette série pour les enfants. Donc, on souhaite presque que les enfants se détournent des parents pour qu'ils rentrent peut-être dans la vie différente, avec leurs problèmes aussi différents. Couper le lien, l'incommunication, pourquoi pas, se semble un peu communiquer Winnie l'ourson. Ici, la tortue semble flatter la dame castor en leur disant qu'elle a des yeux plus beaux que la lune, entre guillemets. Ce qui semble flatter la dame castor puisqu'elle se prend même le miroir, elle est tellement contente qu'elle prend le miroir. Son côté narcissique, son côté de l'ego, son côté de la flatterie est mis en valeur. Jean de La Fontaine, apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute, ne l'oublions pas. On manipule autrui, semble dire cette séquence, puisqu'on flatte autrui. On ne dit pas faisons quelque chose ensemble, échangeons. Non, on dit tu es belle,
et je t'aime parce que tu es belle. Et la femme castor, la personnage castor, est flattée et rentre dans cette idée, dans cette optique. Le côté narcissique, le côté du moi, le côté du jeu, le côté narcissique est présenté ici. L'enfant n'a pas de compte à rendre, il est unique, il est seul parmi des animaux. Finalement, c'est le seul humain parmi des animaux. Il n'est pas en contact avec d'autres humains. Soyez donc seul humain, en compagnie d'animaux. Quelle tristesse finalement de ne pas rencontrer autrui. C'est parti des mains vides, Mélanie Griffon. Donc à l'espace Champéret, 2 fois par an a lieu ce fameux salon dont je viens de parler. Mais qu'est-ce que je vais y trouver Eh bien, on y trouve en fait une multitude de documents anciens en tout genre. Bon, alors il y a des livres anciens bien sûr, mais c'est aussi le salon du vieux papier. Donc on va trouver des affiches publicitaires, des gravures, des dessins, des photos. On va trouver des journaux. Si vous voulez trouver les journaux de l'année de votre naissance, vous pouvez. Il y a des stands spécialisés là-dedans. Il y a des cartes à jouer, des cartes postales, il y a vraiment tout, c'est un véritable fourre-tout. Et il y a à peu près 200 exposants. Nous, on y a rencontré Anne Lamore, qui est une libraire spécialisée dans le livre ancien. Et c'est vrai qu'au moment où le livre électronique arrive à grands pas et supplante le livre papier, j'ai eu envie de vous plonger un petit peu dans l'univers de ce qu'est le livre ancien. Donc voilà, je voudrais tout d'abord, Thierry, vous montrer ça. Ça, c'est ce qu'on appelle un incunable. Incunable, c'est un terme latin qui signifie le berceau. Donc l'incunable, c'est vraiment le livre du berceau de l'imprimerie qui a été imprimé dans les 50 premières années de l'imprimerie, donc 1450-1500. Voilà, ça c'est un incunable. Alors vous voyez, celui-ci, c'est en général, je vous montre, ça. La présentation de l'incunable, c'est particulier. Dès le matin, on est presque harcelé par le débit verbal de cette femme qui présente quelque chose qui est de l'ordre de l'ancien, de la tranquillité, c'est-à-dire un incunable du XVe siècle. Sa façon et son débit sont particulièrement rapides et effectivement, elle a une irrévérence par rapport même à l'incunable, puisqu'elle commence à tourner l'incunable à l'envers. Cette contemporaine place la femme au centre de la condition humaine finalement. La femme est belle, jeune, avenante, intelligente, elle parle, on l'écoute, même le présentateur télévisé écoute, il ne pose plus de questions, il n'a plus rien à faire. La femme est elle-même centre d'intérêt pour le spectateur. Finalement, où est l'humain? Ne sommes-nous pas dans une certaine animalité, dans un instinct? Le cortex cérébral existe-t-il? Le cerveau reptilien est là, en permanence, qui nous titille. Effectivement, nous sommes dans le monde animal du cerveau reptilien. Et nous présentons un incunable, donc une contradiction, un paradoxe. Effectivement, cela fait l'audience, l'accroche, le point publicitaire. On n'aurait pas présenté l'incunable par une personne âgée ou par un homme. On le présente par quelque chose qui n'a presque pas de rapport entre guillemets, si on peut se permettre, l'art publicitaire. Nous sommes dans la tradition judéo-chrétienne. On présente un incunable. On n'aurait pas présenté un autre livre, bien entendu, ni hébraïque, ni musulman, ni éventuellement hindou ou protestant. On présente un incunable, un côté catholique. Et effectivement, la personne qui le présente voudrait presque le feuilleter comme un magazine de mode féminin. C'est un ancrage suffisant pour faire que le spectateur s'accroche, s'attache à son fauteuil et reste subjugué par le charme féminin de la présentatrice si on peut se permettre, qui présente l'incunable. Finalement, les guerres de religion existent-elles encore? Dès le matin, dès 8 heures, on présente un incunable. Donc, on s'engage, on se conditionne, on engage une voie religieuse. Donc, dès le matin,
On présente quelque chose, un thème, on impose un thème. Est-ce ça la guerre de religion finalement? D'avoir le monopole télévisé. L'incunable est traité de façon irrévérencieuse, bien entendu. On n'ouvre pas l'incunable, on ouvre la dernière page. On ne lit pas une ligne, bien sûr, on ne saurait pas lire ni le latin ni le grec en passant. On ne montre pas une seule image d'une icône, d'un travail fait par les moines, entre autres. On ne montre pas cela. On montre le côté actif de la présentatrice 2, c'est-à-dire le côté enjoué, le côté intelligent, le côté charmant, le côté dynamique, la femme active dans la société. Finalement, elle bouge beaucoup, mais finalement, ce n'est que du vent. On peut se poser la question. Où est le questionnement? Où est le raisonnement? Bien sûr, il n'y est pas, puisque la télévision marche avec l'émotion. On marche avec des émotions, on ne marche pas avec de l'intellect. Et effectivement, ça bouge beaucoup autour de cet incunable. Mais sur l'incunable, on ne saura rien, à part qu'il est du XVe siècle. Finalement, brasser de l'air, est-ce avoir la langue de bois, ou est-ce un côté éventuellement qui cache quelque chose, qui est une vérité cachée derrière quelque chose, de l'ésotérisme finalement, ou alors on cache sa bêtise peut-être. Finalement, quelle est la démarche? Mais on peut pas les laisser 5 minutes ces deux-là. Tu nous les as ramenés. On s'en serait passé. Qu'est-ce qu'ils préparent cette fois? Un duel. Un duel? Mais ils tirent comme des casseroles, ils vont blesser tout le monde. Ne t'inquiète pas, j'ai un plan pour nous en débarrasser. Eh petit, tu veux bien prendre un service? Si, Seigneur Luke. Suis-moi. Quelqu'un devrait leur dire qu'ils ont oublié les raquettes et le filet. T'es sûr de toi, j'interviens pas. Ouais. Si vous pouvoir accordez-moi petite minute, très bien. J'ai fait discount pour commande groupée. Ah, je me disais aussi. À la mode de l'Ouest, s'il vous plaît. Ce dessin animé, le duel, le thème du duel. Effectivement, les hommes ne se supportent pas les uns avec les autres finalement. La manière radicale de sur cette terre est de se confronter, ce n'est pas de s'harmoniser. On se tue, on veut se tuer et on se tue finalement. Les guerres existent, les guerres sont cachées. Le monde des armes, la vente des armes dans le monde est faite par tous les États. Un État par rapport à un autre, et nous sommes complices puisque nous exportons de la bord, avec des bombes atomiques, entre autres, avec des armes. Finalement, ce système, est-ce sain? Est-ce haïenne? On est dans une incompréhension. Il n'y a pas d'effort fait pour comprendre autrui. On se tue. La violence amène la violence. La violence ne peut pas être stoppée, elle sera stoppée par la mort. Effectivement, c'est ce que est véhiculé par le duel. Dans ce Lucky Luke, voilà ce qu'on attend, la mort. Et le croque-mort est là, patient, il mesure. Tout est mesuré au centimètre près, c'est une chorégraphie orchestrée. La façon cinématographique de présenter le duel se fait comme dans les westerns traditionnels. Le bon apparaît du même côté et le toujours du même côté apparaît le mauvais. Effectivement, il y a un côté qui est mis en valeur du bon et de l'autre côté de mise en valeur du mauvais. Le vautour et le croque-mort sont là en permanence dans le duel, avant le duel. Ils prévoient. Ils disent éventuellement ce qui passait.
mais on ne l'écoute pas, presque on ne les voit pas. Les protagonistes ne voient pas le croque-mort, ne voient pas le vautour. Les gens sont dans l'aveuglement, dans la folie et effectivement dans l'incompréhension. La musique dramatique renforce donc cet état d'esprit et on est dans une situation du drame qui risque de se déjouer et de se nouer et de se jouer. Finalement, Lucky Luke, avec ce duel lors de la journée d'Halloween, ça paraît logique et normal. Le choix est judicieux sûrement. La journée d'Halloween, on peut réfléchir à la mort. Lucky Luke, chanceux à la chance, avec son joli jumper fidèle coursier, ils sont une équipe inséparable, toujours seul Lucky Luke, finalement dans son devoir. Il est inséré dans un devoir de la cité, dans la solitude. Finalement, n'est-ce pas un peu ce qui est véhiculé à travers cette image télévisée? Vous voulez bien faire votre devoir, soyez seul, soyez dans votre cellule, soyez dans votre corps enfermé et obligé de suivre vos directives. Le conditionnement fait que Lucky Luke est obligé de rester dans son personnage. Il ne changera jamais de personnage. Y a-t-il du bien? Y a-t-il du mal? N'y a-t-il pas des actions bonnes? N'y a-t-il pas des actions méchantes? Un jour peut-on déraper? Peut-être. Alors, qu'est-ce que le bien? Qu'est-ce que le mal? Est-ce une maîtrise de soi-même, comme maîtrise son arme à feu, peut-être Lucky Luke, l'homme qui tire plus vite que son ombre? Il a une maîtrise. Est-ce ça le bien? De pouvoir maîtriser soi-même, effectivement, sa personnalité, la maîtrise. Dans le fouillis de l'inconscient, la maîtrise de ce qu'on a dans le cerveau reptilien, entre autres, et dans le cerveau cortex cérébral. Effectivement, cette maîtrise, est-ce ça le bien? C'est un questionnement qu'on peut se poser. Est-ce ça le bien? Lucky Luke fait les choses au moment opportun. Il sait quand il faut le faire, il sait comment le faire. Il tire plus vite que son ombre, il est dynamique, il est efficace, il est efficient. Effectivement, il est patron de lui-même, Lucky Luke.